Allez, c'est parti. J'ai quelle heure? Combien de temps, chef? 1 heure. Vous êtes prêts? Vous êtes content d'être là? Ouais. Allez. Donc, merci Amélie Renaud pour son invitation. Merci Intimagir. Je suis ravie d'être là. Je viens souvent en Alsace parce que les Alsaciens, vous avez cette sensibilité spécifique sur la question de la vie affective, intime et sexuelle. Peut-être parce que vous avez des traces, comme l'a soulevé Bruno Pi ce matin, des traces de culture protestante. En tous les cas, j'anime souvent des formations en Alsace, donc voilà, j'aime beaucoup, on mange bien en plus, c'est sympa. Le vin, bon, on peut en reparler, mais voilà, c'est pour vous mettre en forme, c'est juste pour vous relancer un petit peu. Donc, Amélie me dit, tiens, ose changer les codes, tiens, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ose changer les codes? Alors voilà, je suis là. Donc, on va aborder le sujet sur corps empêché, désir ignoré. J'aurais aimé avoir mon PowerPoint devant moi. Est-ce que je peux me mettre là-bas? Non, je peux pas me mettre là-bas. Ah non plus. Bon, ok. Bon, eh ben je vais faire. On va faire. On va faire. Donc, ose changer les codes, c'est. J'avais envie de penser à la notion du regard, ose changer le regard, commencer par la notion de regard et commencer par la question du mot normal qui est notre premier piège en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mot? Le mot normal. Et tout à chacun on est piégé, mais on va rajouter une dimension pour les personnes porteuses de handicap. Le mot normal, c'est dans quoi je dois rentrer, qu'est-ce qui va faire que je suis une bonne personne, aimable, désirante, désirable, désirée, qu'est-ce qui va faire, en fin de compte, ma place dans la société. Et je pense que c'était intéressant de oser changer les codes, ça commence par questionner notre société et par questionner la norme. Donc la norme, bah ouais, il faut être conforme aux attentes, à la performance. En fait, faut être bon partout. C'est ce que j'appelle, moi, la pathologie de Wonder Woman et Superman. La pathologie de Wonder Woman et Superman, c'est en fait l'idée que... parce que même Wonder Woman, en fait, elle est même pas... parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Sinon, vous voyez, il faut être bon partout. Il faut être une bonne épouse, une bonne maîtresse, une bonne professionnelle maintenant. Il faut être une bonne une bonne cuisinière. Bon, c'est foutu pour moi, mais une bonne quoi? Une bonne mère. Ah, je me disais, tiens, je l'ai laissé comme ça flottant, et ben vous êtes toutes tombées dedans. Ben ouais, une bonne mère. Et pareil pour l'homme. Hein. L'homme, il va avoir un autre piège sur la performance, c'est quand même la performance sexuelle. Bah ouais. Il faut être performant tout partout. Il faut être bon, hein. Puis il faut tenir suffisamment longtemps. Tiens, c'est une vraie question, le suffisamment longtemps. J'aime beaucoup le suffisamment longtemps parce que c'est une vraie question. Combien de temps, tiens d'ailleurs? Il faut que ça dure. Bon, bref, vous avez compris l'idée du piège de la question de la norme et du piège inconscient qu'on nous refourgue sur qu'est-ce qu'il faut que je sois. Donc, avec les représentations aussi... donc, évidemment, la question de l'inclusion est une vraie question. On va essayer de traverser ça pendant cette heure ensemble. Et les représentations dominantes, effectivement, ce sont des corps valides, en fait. Depuis quelque temps, Bruno en a parlé ce matin, ça fait quelques années, effectivement, qu'on voit de plus en plus de personnes porteuses de handicap, mais néanmoins, on est dans une société où on voit des valides qui sont grands, beaux, poilus, pas poilus, ça dépend. Jeunes, costauds. Ah oui, il faut des muscles. Et bon, vous avez compris, chez la femme, grande, c'est pareil, j'ai perdu là sur ce coup-là. Avec 90. Voilà, merci. Donc, on a aussi une absence du récit amoureux au final. Hormis dans cette nouvelle série là, qui n'est pas si nouvelle, mais Sex Education, mais sinon on a très peu de récits.
Il y a très peu de possibilités de se projeter, en fin de compte, quand on regarde des émissions, quand on regarde des séries ou quand on regarde des films, il y a très peu de possibilités de se projeter et de s'identifier. Et l'identification, c'est bien que ça fait partie de la construction d'une personne et que ça, c'est important, l'identification. C'est quoi un ado? Un ado, c'est quelqu'un qui va s'identifier, en fait, puis qui va essayer de ressembler au groupe, tiens, à la norme. Ah, bon. Ouais. Ouais. Non. Ah, d'accord. Merci, il y en a 2 qui suivent, ça fait super plaisir. Je suis très, très contente, ça me fait du bien de vous sentir présent. Et évidemment, du coup, le tabou de la sexualité, on va manquer complètement d'imaginaire, de possibilités, ou alors quand il y a imaginaire, il y a des peurs. Au final, c'est ça. C'est quand il y a un imaginaire qui rentre en compte, ce sont des peurs. Peur de ne pas être, peur des professionnels, et tout ça, on va y revenir. Voilà. Donc, le regard par rapport à la norme, la société par rapport à la performance, les réseaux sociaux, évidemment, les corps parfaits, hein. On se recorrige le visage, comme on appelle, les filtres, voilà, cherchez le mot. Les filtres, on se filtre. Ah ouais. Il faut pas qu'on voit les rides, il faut pas qu'on voit. Il y a plein de choses qu'il faut pas qu'on voit d'ailleurs. Maintenant, du coup, il y en a qui ont peur de rencontrer sur les sites de rencontres parce que ils ont mis une image tellement filtrée que du coup, quand l'autre va me voir, ça va pas le faire, quoi. Donc, du coup, on se rencontre pas. C'est très intéressant aussi la non-rencontre. Les applications de rencontre qui sont peu accessibles au final pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir des sites? Il y a quelque temps là, il y a des sites qui se sont créés, mais c'est tout récent et c'est très spécifique. Mais au final, j'ai très peu l'occasion, si je suis porteuse de handicap, j'ai très peu l'occasion d'être en situation de rencontre ou en situation de possibilité de projection. La maternité et le handicap, le désir d'enfant qui est souvent jugé illégitime ou ça va déclencher des peurs et des craintes, on va toujours penser en peur, en fin de compte, c'est ça, hein, le piège. Et puis les freins sociaux forts, peur de la transmission, du jugement, de l'isolement. Et la culture qui vient par-dessus tout ça nous rajouter une petite couchinoute de pression qui est c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme? Culturellement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Donc d'une femme, Bruno l'a abordé un petit peu tout à l'heure, on attend du faire famille. Donc le sexe faire famille. Donc une personne porteuse de handicap, est-ce qu'elle peut faire famille? Donc le sexe est où là-dedans? Vous voyez, il y a des espèces de flous comme ça qui vont se traverser sur la culture, la société, et au final, des flous totaux sur quelle est la place de la personne porteuse de handicap dans sa propre sexualité. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien le dire comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit au réel? Comment on organise une société pour penser l'intime et penser l'intime dans l'accompagnement de la personne porteuse de handicap. Comment on accompagne aussi la personne elle-même à être dans sa propre intimité et sexualité. Bien sûr, les familles, parce que moi, ça me semble important de parler aussi des familles qui vont être des potentiels accompagnants de l'intimité de leur enfant. Et il faut bien comprendre la difficulté émotionnelle liée parce que le parent peut s'inquiéter, peut projeter des peurs. Mais je dirais, s'il y en a bien un seul qui est légitime à projeter des peurs, c'est le parent. Lui, il est légitime à avoir des peurs et des craintes. C'est pour moi le seul qui est légitime à avoir des peurs et des craintes. La question après, pour les professionnels, pour la société et pour une pensée, et pour le droit, c'est de comment nous, en tant que professionnels potentiels, on agit et on accompagne. Les familles aussi, de quelle manière on les accompagne. Et je trouve que là, il y a un gros manque. Je pense que je reparlerai tout à l'heure. Et puis, il y a le regard de la personne porteuse de handicap sur elle-même. Et c'est ce que j'appelle, moi, la pathologie du qu'est-ce qu'il faut que je sois, que je pense que l'on attend de moi. Je vous la refais ou c'est bon? Qu'est-ce qu'il faut que je sois, que je pense que l'on attend de moi? C'est-à-dire le piège du je ne suis pas, en fin de compte.
Parce que même la personne porteuse de handicap va se dire elle-même, je ne suis pas, je ne pourrai pas, j'y arrive pas, ah ben non, ben on m'a dit que, vous voyez, une espèce de pensée, de pensée en perte ou de pensée sans place. En fait, c'est vous qui me donnez la place. Je dis évidemment, je ne suis pas concernée, mais je vous le dis en je pour humaniser le propos. Parce que c'est vachement important d'humaniser le propos, et que du coup, en fin de compte, j'ai besoin de votre regard, parce que au final, moi-même, je vais avoir cette difficulté à éventuellement me positionner. Donc, il y a la question de la vulnérabilité dans ma propre projection. Qu'est-ce qu'il faut que je sois, que je pense que l'on attend de moi, que je ne suis pas? Patatras, cercle vicieux. Vous avez compris l'idée. Et du coup, comment j'ai accès à mon corps, comment je travaille l'image de moi et comment je travaille la confiance en moi. Et c'est super important aussi de quelle manière on m'apprend mon corps depuis tout petit, toute petite, comment on me permet l'accès à mon corps déjà depuis tout petit, toute petite. C'est ce que j'appelle les étapes de la construction. Ce qu'on va faire pour les valides, en fin de compte, je vais m'explorer normalement en sécurité. Pour une personne qui n'est pas valide, de quelle manière je m'explore, de quelle manière je suis accompagnée, de quelle manière j'ai de la matière, on me donne de la matière pour m'apprendre, m'explorer, me connaître, me ressentir, m'éprouver. C'est grâce à ça que je vais pouvoir m'apprendre dans une mécanique relationnelle. D'accord? Donc en fait, c'est super important. La notion de vulnérabilité, eh bien évidemment, donc si évidemment je suis construite de manière vulnérable et que on va quand même pas nier la vulnérabilité aussi de la personne porteuse de handicap, parce qu'effectivement les agressions sexuelles c'est x2 chez les personnes porteuses de handicap. Le cyberharcèlement, qui moi qui fais partie d'Intimagir, mais Bourgogne-Franche-Comté, on fait des consultations, je fais des consultations pour les personnes porteuses de handicap, et moi j'ai des personnes qui me disent ouais, je vais sur les réseaux parce que j'ai que ça, et la question de l'isolement, faut pas nier aussi ça, la question de l'isolement, et en fin de compte j'ai des personnes qui me disent ouais, je me fais arnaquer, je le sais, mais je peux pas faire autrement parce que je suis tout seul ou toute seule, je suis porteur de handicap et que je n'ai pas d'autre moyen de rencontrer ou d'accéder à. Et je pense que c'est important de penser ce qu'il se joue là dans le fait de l'isolement et des arnaques sur Internet. Parce que, et c'est pas propre au handicap, mais là on rajoute la difficulté, c'est je suis isolée. Donc, qu'est-ce qui se joue pour moi? Mais là, cette personne-là, je vais recevoir des SMS, quoi. Cette personne-là va m'envoyer des messages. Vous voyez, il faut le penser comme ça pour pouvoir la travailler, cette question-là. Parce que, qui m'envoie des messages sinon, hormis ma mère, mon père, pour éventuellement me dire t'as fermé tes volets ou je sais pas quoi. Vous voyez, qui va m'envoyer quelque chose de l'ordre du désir, qui va m'envoyer quelque chose de l'ordre du t'es beau, j'ai envie de toi. Vous voyez, c'est tout ça dont il s'agit. Donc il faut repenser ce qu'il se joue sur les réseaux pour pouvoir accompagner au réseau, mais entendre ce qu'il se joue. Ça, c'est la petite parenthèse professionnelle, mais pareil, on va revenir sur les pros, mais aussi de se penser porteuse de handicap, de pouvoir se penser en se disant attention aussi à moi, comment je vais faire attention à moi pour pas tomber dans le piège de l'arnaque. Donc, c'est l'accès à une information adaptée et apprendre à me connaître. Moi, je pars toujours de là, c'est-à-dire ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche. Je commence par m'apprendre moi. C'est fondamental. Qu'est-ce que je peux apprendre de moi, ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, et comment mon entourage, les professionnels ou autres, me permettent l'accès de ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche. Sinon, on va nous faire des interventions, vous savez, ovaire-utérus, j'appelle ça. Ouais, non, ça vous dit rien. Si en cours de SVT, là... Vous savez, les cours de ovaire-utérus, pour savoir, en fin de compte, comment on fait enfant. Super. Sauf que
Moi, mon plaisir, je l'ai pas, je le connais pas, j'y ai pas accès. Peut-être que je n'ai pas la possibilité d'accéder à mon corps. Et quand on me parle de mon intimité, on me parle d'ovaires et d'utérus. J'adore, c'est génial. Moi, j'adore qu'on me parle de mes ovaires et d'utérus parce que c'est ce que je ne vois pas, ce que je ne touche pas. Puis ça fait pas forcément plaisir, les ovaires. Enfin, je peux pas, un orgasme ovarien. Bon, on pourrait développer, mais c'est pas le sujet. Mais vous voyez, c'est de quoi on parle. Donc, de me repenser, moi, porteuse de handicap, de me penser dans mon rapport au corps et d'être accompagnée dans mon entourage et dans ce que je peux éprouver avec ce corps. Donc, dans ce corps, plaisir. Ça suffit de parler du corps en dehors du corps plaisir. Ça commence par là. Et ça me semble important de le redéfinir. Donc, pour la personne elle-même, ose changer ton regard sur toi-même. Pour mon moi à mon moi, parce que c'est qu'avec moi que je vais faire relation à l'autre. Hein. Sinon, je ne fais pas relation, je fais offrande. Eh oui. Eh oui, je m'offre à l'autre pour être aimé. Vous voyez le piège. Donc c'est fondamental de retravailler sur le moi à moi pour faire relation. Je ne peux pas faire relation si je suis pas avec moi. Je fais offrande, je fais sacrifice. Je me donne pour être aimé. Alors, oser changer le regard des professionnels. Il y a des professionnels ici, parce que sinon je m'attarde pas. Hein. Ah ouais. Ah oui, bah oh là. Bon, ok. Il y a beaucoup de professionnels. Ça marche. Eh bien, les professionnels. Alors c'est pareil, on aura peut-être le temps d'échanger au cas où si je passe un peu vite. Mais les professionnels, qu'est-ce que vous faites vous Alors je me remets en jeu, ne m'en voulez pas les personnes concernées. Je me mets en jeu, je maintiens le propos, hein, c'est pour humaniser le propos. En fait, vous savez ce qui est bon pour moi, et vous me dites ce qui est bon pour moi. Donc en réunion, vous dites ah bah oui mais non Karine, non elle est sortie avec Roger hier, non mais ça craint, puis elle sera avec Bernadette, ouais parce que bah ouais mais non attends elle est pas amoureuse, attends est-ce que vous allez penser pour moi? Vous allez me dire ce qui est bon pour moi. Vous allez me dire, Karine, mets ton pull. Non, enlève ton pull. Karine, mais pas Karine, mais remets ton pull. Karine, enlève ta main. Karine, remets ta main. Mais Karine, mets pas ta main. Mais non, mets pas ta main là. Pas maintenant, pas comme ça. Mais non, Karine. Vous voyez, vous allez systématiquement me dire ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je le fasse. C'est ce que j'appelle la problématique de l'infantilisation inconsciente. C'est-à-dire que vous allez me penser. Pour bien faire, hein. Mais vous allez me penser. Alors évidemment, je vulgarise, hein, me jetez pas des cailloux, les professionnels, je ne dis pas que tous les professionnels pensent comme ça, mais il faut repartir de là quand même pour penser l'approche. Et l'infantilisation inconsciente, c'est que vous allez me penser dans ce qui est bon pour moi, ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je fasse. Tiens, retire ta main, mais remets ta main, mais non, mais ça se fait pas, mais non, mais pourquoi et vous allez faire du pourquoi. C'est ce que j'appelle la problématique de la réunionnite. C'est que vous allez faire de là du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Vous ne faites pas du comment. C'est dingue. Vous n'êtes pas dans comment on va accompagner Karine pour qu'elle puisse accéder à sa masturbation. Comment on va accompagner Karine, tiens, comment on va penser avec Karine. Non. Vous allez faire du pourquoi elle fait ça. Vous allez me pathologiser. Ouais, ça... Ah, ouais, super. Bon, ça va si ça résonne. Et le problème, c'est que du coup, vous allez arriver avec vos représentations d'individus professionnels, ce que j'appelle la différence entre un individu professionnel et un professionnel individu. C'est-à-dire que l'individu professionnel, il arrive avec sa morale. Bruno Pi vous en a parlé ce matin, je n'irai pas plus loin. Et le professionnel individu, il arrive avec du droit. Que dit le droit? Et après, comment on accompagne par rapport au droit? La question, c'est quel accompagnement on met en place en institution, quel accompagnement on met en place auprès des aides-soignants, aides-soignantes, quel accompagnement on met en place, comment on pense l'accompagnement. Et comment on pense l'accompagnement, c'est par étapes, du mois à mois, du mois à l'autre, de m'apprendre, de me permettre d'accéder déjà sur mon rapport au corps, mon rapport à l'autre, le consentement, mon intimité, ma relation, etc., etc. Bien au-delà de la réponse immédiate, parce que ça c'est souvent aussi le problème du binaire, c'est quand on parle sexualité, on parle de ça. C'est pour ça que je préfère m'appeler intimologue que sexologue, parce que quand je dis que je suis sexologue,
on me parle que de ça. Je dis c'est marrant parce qu'il n'y a rien autour de ça. Il n'y a pas quelqu'un autour de... Il n'y a pas une personne autour de ce truc, voyez. Donc, bien évidemment qu'il faut parler individu parce que ma sexualité est une résonance de qui je suis. C'est avec qui je suis que je fais ma sexualité. Donc, le professionnel individu, comment j'accompagne et comment je fais en sorte de permettre à une personne d'accéder à son intimité. Vous avez compris l'idée. Et quelle place on met aux familles, parce que souvent, les familles sont soit à l'extérieur, soit toujours très présentes. Et la question, c'est comment on fait alliance avec les familles pour penser l'intimité, comment on accompagne les familles, parce qu'elles sont dans l'émotion et elles ont peur. Et on n'est pas censé s'occuper de la sexualité de nos enfants de 28 ans, 35 ans, 42 ans. On n'est pas censé s'en occuper. Sauf qu'une famille qui a un enfant porteuse de handicap, ben, il est confronté. Et de quelle manière on bosse avec eux, ça c'est une vraie aussi question, donc je mets un gros point d'interrogation, parce que ce ne sera pas le débat, mais c'est important de le nommer quand même aujourd'hui. Donc vigilance, je fais gaffe. On est comment? Ouais, ben on est bien. Donc vigilance à l'infantilisation inconsciente, vigilance au corps de soins. Je ne suis pas qu'un corps qui doit être propre, mais j'ai aussi besoin d'accéder à ma sexualité. Comment aussi des fois on décroche ma protection, voire on m'enlève ma protection pour que je puisse accéder pendant le temps de la sieste à mon corps, à ma masturbation. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'éventuellement j'ai un truc qui vibre un peu, qui m'aide. Vous voyez, comment on pense, comment on accompagne. Parce que les professionnels, il y a quand même des malaises autour de la sexualité, parce qu'on va avoir des silences, des évitements. Parce que très souvent, le problème, c'est que il manque de la formation et que du coup, le professionnel a peur d'un positionnement potentiel et d'un risque de plainte potentielle. C'est pour ça qu'on a plein de flous. C'est ce que j'appelle moi les flous. C'est que tant qu'on ne clarifie pas, qu'on ne se pense pas en institution et qu'on pense pas formation des équipes, il y a des flous. S'il y a un flou, j'y vais pas. Si j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui me retombe dessus, je n'y vais pas. Donc je ne pense pas accompagnement, je pense intellectualisation. Puis alors, c'est ça le piège de la réunionnite. La réunionnite aiguë. C'est une pathologie grave. Faut s'en méfier de cette pathologie. Et du coup, la nécessité d'un accompagnement respectueux, formé et humanisant. J'insiste sur la notion humaniste parce que la notion humaniste, c'est ça. C'est de prendre un individu dans son entièreté et si j'ai besoin d'un accompagnement, c'est comment vous m'accompagnez, point barre. C'est de me réfléchir, de me penser et s'il vous plaît, avec moi, ce serait chouette aussi. Donc, l'idée, c'est de faire une balance entre protection et liberté, parce que, bien évidemment, on ne nie pas le principe de protection et la nécessité d'avoir besoin d'être protégé, puisqu'on l'a dit, la vulnérabilité, mes traversées, mes difficultés à accéder. Donc, j'ai besoin, effectivement, d'une protection, mais j'ai besoin que vous me pensiez dans ma liberté d'individu sexué, sexualisé, potentiellement sexualisable. Fondamental. Si vous ne me pensez pas là, patatras, vous passez dans l'hyperprotection et on est à côté de la plaque. C'est ok? Ça résonne? Super. Donc, oui, reconnaissez-moi en tant qu'individu sexualisé, potentiellement sexualisable. Je suis un homme, je suis une femme, je suis une personne trans, mais je suis ça, c'est-à-dire je suis une femme à un moment donné, quoi. De quelle manière vous me pensez? C'est pour ça que je fais toujours attention, parce que quand on dit une personne porteuse de handicap, c'est une personne. Elle est ni homme ni femme, vous voyez. Donc j'aime bien dire un homme, une femme, une personne trans, mais en tous les cas de penser que mon corps, ma corporalité, elle est faite de ce corps-là, avec le besoin de me comprendre dans ce corps-là. Donc, évidemment qu'on prend en compte la pathologie. On va pas nier la pathologie, mais c'est en prenant la pathologie en compte qu'on accompagne la personne.
C'est pas la pathologie qui vient me déterminer en tant que personne. Vous voyez, c'est pas ça qui me détermine. C'est ça qui va faire que j'ai cette différence et que j'ai besoin d'accompagnement là où mes différences m'empêchent. Et c'est là où on parle de question du territoire corporel avec les 3 S, sensorialité, sensualité, sexualité. La sensorialité, c'est commencer déjà par me parler de mes 5 sens, de mes éprouvés corporels. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve? Et ça commence par là. Mes 5 sens. Qu'est-ce qui me fout des frissons? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me touche à moi? Sauf que comme vous avez toujours dit ce qui était bon pour moi, souvent, je sais pas, j'en sais rien. T'as passé une bonne journée? Oui. T'es bon le gâteau au chocolat? Oui. Puis tu préfères quoi? Et en fin de compte, très rarement on pose la question de ce que moi je ressens, ce que moi j'éprouve. Les 5 sens, c'est fondamental pour moi en sexo. Ça commence par là. C'est comment on retravaille les 5 sens, mais avec du sens. Parce que si on travaille sur les 5 sens sans sens, par contre avec du sens. Pour passer à la sensualité, c'est comment je vais accéder à tous mes éprouvés intimes. Et comment on me pense là aussi, vous voyez? Je suis pas quelqu'un seulement qui doit manger, dormir. Je suis aussi un individu sexualisé qui a des éprouvés, des ressentis et qui a besoin d'aller explorer un petit peu ce qui se passe. Et potentiellement sexualisable, c'est que potentiellement, je vais avoir besoin d'éléments pour pouvoir rentrer en relation. Et pour ça, rentrer en relation, faut-il que j'ai des possibilités de rentrer en relation. Et là, c'est pas ticalicatant comme on dit chez nous. Si vous avez la ref. Merci. Bon, ça va, voilà, merci. Parce que des fois, c'est bon, non, j'ai pas la ref. Bon, je dis merde. On a un peu vieilli, c'est là où on se dit, on a changé de programme. Voilà, donc les professionnels, c'est travailler sur la vigilance, quels sont nos observables, c'est-à-dire je veux de la matière, donnez-moi de la matière pour réfléchir. Ne pensez pas, s'il vous plaît, arrêtez. Mettez de la matière, les observables sont ceux-là, et ce sont ces observables-là qui vont permettre de dire, tiens, Karine, pendant la sieste, il y a ça, tiens, comment on va faire pour que Karine puisse, voyez, par rapport à des observables, par rapport à de la matière. Pensez matière, n'intellectualisez pas, s'il vous plaît, le pourquoi je fais telle ou telle chose à tel moment, enfin. Vous voyez, là, ouais, ça va, ça résonne quand je le dis comme ça. Hein. Ouais. Okay. Donc de la cohérence, équipe pluridisciplinaire, réunion d'équipe pluridisciplinaire pour prendre des décisions en équipe, pour travailler en équipe, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une clarté, parce que le flou empêche. La reconnaissance, j'ai besoin que vous me reconnaissiez, que je suis bien un individu sexualisé, potentiellement sexualisable, et c'est l'autodétermination. Alors on met les mots intellectuels, bon c'est autodétermination aujourd'hui, bref, c'est faire avec. Et c'est du coup de poser un cadre institutionnel et comment faire alliance avec les familles. Pour qu'il y ait un besoin de changement de regard et d'accompagnement, donc il faut sortir du tabou et ouvrir des espaces de parole, de désir et de liberté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut poser un cadre de formation pour les professionnels. Il faut sensibiliser, former et représenter des leviers pour former une société, mais aussi former les professionnels, l'institution, l'accompagnement, etc. Réaffirmer que le désir n'a pas de normes. Le mot normal, c'est un mot à 1 euro chez moi. Quand je suis sympa, sinon ça peut passer à 100 euros. Bon, je suis venue avec une très grosse voiture. Réaffirmer dans mon corps et mon droit à l'intime. Le droit à l'intime, c'est pas droit au sexe. Hein. Le droit à l'intime, c'est respecter mon intimité jusqu'au bout. Pensez-moi dans l'intimité, pensez-moi quand vous faites d'accompagnement aux toilettes. Pensez avec moi, s'il vous plaît.
Besoin d'un accompagnement adapté à qui je suis, moi. Non à la pathologisation, à la pathologie du « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Il y en a marre de ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Faire avec moi et non pour moi, m'accompagner dans mon intimité, et la notion de consentement, ça se travaille. Donc il y a le consentement juridique qui vous a été développé par Bruno Pi ce matin, et il y a l'apprentissage du consentement relationnel. Faut que j'apprenne mon oui, parce qu'un oui jouissif est un non structuré. Tout ce qui est flou, c'est ce que j'appelle le nouï. C'est du nouï. On fait du nouï. T'es contente? Nouï. T'es amoureuse? Nouï. Tu es OK pour aller nouï. Voyez le flou. Dès qu'il y a du flou, on est à côté. Un oui jouissif est un non structuré. Pour apprendre mon non, pour structurer mon non, pardon, il faut que j'apprenne mon oui. Et il faut que je m'apprenne moi. Vous voyez les étapes un peu de la construction. Et c'est fondamental. Et puis après, comment rencontrer? Quels moyens? Comment on se donne des rencarts établissements? Tiens, est-ce qu'on fait des soirées? Ou est-ce qu'on fait des après-midi? Est-ce qu'on fait des speed dating? Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'on fait des ateliers de drague aussi pour que j'apprenne à draguer? Parce que c'est pas facile de draguer. C'est quand même une technique. Souvenez-vous, quand vous aviez 8 ans, 12 ans, 16 ans, 25 ans, vous avez bien construit, élaboré, exploré votre manière d'entrer en relation. Si je suis confrontée à personne, si je n'ai pas de possibilité d'exploration, qu'est-ce que j'ai comme matière qui me permet d'apprendre à rentrer en relation? C'est là où, en fin de compte, on va dire que c'est mon handicap qui m'empêche, mais en fin de compte, non. Est-ce que ça n'est pas simplement parce que je n'ai pas eu d'apprentissage adapté? Donc moi, j'invite toujours à faire des ateliers drague. Sympa les ateliers drague. Avec eux, hein. Vous allez voir, hein. Vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça génial. Hein. Et que du coup, on est bien. Quelle heure est-il? Oh là là! Mais on va être super bien. En fait, j'ai voulu aller super vite et en fait, je peux reprendre 2 heures du coup. Mais du coup, voilà, c'est vous avez compris l'idée du moi à moi, du moi à l'autre et du besoin d'être accompagné là où je suis, tel que je suis. Donc en fait, pour préparer cette conférence, je me suis dit, mais en fin de compte, le merci, c'est de repositionner le merci de. Pour vous demander, en fin de compte, merci de quoi? Merci de me laisser me prendre un râteau. Ou pas. Mais laissez-moi la possibilité de me prendre un râteau. Sinon, quand est-ce que je m'explore? Tout le monde a pris un râteau ici. Bon, sauf moi. Non, bien sûr que tout le monde s'est pris. Vous voyez, on va me protéger de quoi jusqu'où? J'ai besoin d'être dans le vivant et j'ai surtout besoin d'être dans une exploration. Donc merci de me laisser me prendre un râteau. Merci de me permettre de me sentir à ma place, de me laisser ma place, de me donner ma place, de me laisser être en place. Merci de me permettre de m'explorer dans mon intimité. Il faut que j'ai la possibilité d'explorer tout ce truc-là. Hein? Comme je dis souvent, on apprend à marcher, on apprend à écrire, on apprend à parler, on apprend toutes les parties de notre corps. Mais alors là, non. Alors que ça fait partie d'un apprentissage aussi. Merci de me permettre de m'explorer, merci de me permettre d'accéder à ma masturbation. Merci de m'accompagner avec humanitude. Ouais. Merci de voir mes capacités et non mes manques, s'il vous plaît. Parce que j'ai plein de possibilités, j'ai plein de capacités. Partir de là, c'est pour moi un des fondamentaux de notre approche professionnelle, de votre approche professionnelle. Voir mon corps plaisir et non mon corps en perte. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs que je peux faire qui vont me faire plaisir. On parlait du mordiment d'oreille. Ouais.
Ça peut être un ventilateur ou une fenêtre ouverte quand il fait chaud et beau et être nu sur mon lit. Sentir le vent me caresser le corps. Vous voyez, c'est aussi tout ça. C'est pour ça que je reviens sur la sensorialité et la sensualité. C'est-à-dire, c'est comment j'éprouve aussi, j'ai la possibilité d'éprouver mon corps dans des moments de sensualité et de sensorialité. Et potentiellement de sexualité. Merci de penser le vêtement comme un plaisir. Vous avez ça demain. Ça me semblait important de le redire. Pourquoi ? Parce que j'entends encore des professionnels dire « on va en vêture ». Je tombe dans les pommes quand j'entends ça. J'ai dit « mais quelle horreur !» Et on va me dire « ah, tu l'aimes bien ce pull ?»« Oui. » Ben voilà, on va prendre ce pull, hein, il est bien, il est à ta taille. Oui. Vous voyez, on pense pas le vêtement plaisir. C'est quand même sympa d'être dans un vêtement que vous avez choisi, que vous trouvez sympa. C'est quand même doudou, le vêtement. Donc, je trouve ça super que vous ayez ça demain, mais c'est fondamental de me sentir bien dans mon vêtement. Peu importe lequel d'ailleurs, mais de me sentir bien dedans. Sinon, on va m'acheter un pull parce que j'ai besoin d'un pull. Oui. T'aimes bien le vert? Oui. Il est chouette le vert? Oui. Bon, bah, ok, bon, on va prendre le vert. Oui. T'étais contente aujourd'hui? Oui. T'as passé une bonne journée? Vous voyez? S'il vous plaît, laissez-moi me regarder dans le miroir, d'essayer des pulls, de prendre du plaisir. Du plaisir. Vous voyez, c'est ce mot incroyable, qui est juste merveilleux, qui est juste fondamental, et qu'on oublie lorsqu'on parle de handicap. De penser ma chambre comme mon chez-moi, comme mon intimité. Ça aussi, c'est super important parce que les chambres ouvertes ou la toilette, une fois qu'elle est terminée, bah il y a encore des flous parce que les espaces sont ouverts, parce que du coup, bah on sait jamais si je tombe. Je dis non mais laissez-moi 5 minutes quoi. Hein, laissez-moi accéder à plutôt que d'avoir tout le temps peur, laissez-moi la possibilité de ma corporalité. Merci de ne pas parler à ma place. Ben ouais, de me demander, et toi, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi il te ferait plaisir? Alors au début, je risque d'avoir des difficultés à me nommer, mais c'est fondamental que vous me reparliez, s'il vous plaît, de moi à moi, et c'est là où c'est plus à moi de vous dire le moi à moi parce que je suis une professionnelle et que ce serait sacrément culotté de ma part de vous parler de la personne porteuse de handicap, de vous dire qu'il est temps de leur laisser la parole et de garder la parole. Donc, à toi, Amélie. Alors, dans le cadre de son intervention, Karine m'a demandé de recueillir des phrases, des merci de, auprès de personnes en situation de handicap. Donc, j'en ai quelques-uns. Merci de défendre, qui sont un peu plus larges, parce que là, on parlait beaucoup de sexo, mais un petit peu plus large au niveau du sujet. Merci de défendre une société inclusive, jusque dans les corps et les cœurs. Merci de m'autoriser à explorer, ressentir et expérimenter mon intimité. Merci de reconnaître ma vie intime, que ma vie intime existe. Merci de me voir comme une personne entière, avec des sentiments, des envies et des désirs. Merci de comprendre que j'ai une vie affective, même si elle ne ressemble pas à la vôtre. Merci de respecter ma sensibilité autant que ma sexualité. Merci de m'accompagner sans réduire mon intimité à un problème. Et merci d'être des alliés bienveillants de mes choix intimes. Et puisqu'il y a des personnes concernées ici, peut-être qu'elles ont elles aussi envie de dire une phrase, un merci. Alors l'idée du projet, c'est de faire un merci de. Merci de. Carole? C'est vous, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. La phrase que moi je voulais dire, c'est merci de ne pas me réduire seulement à un objet de soin, mais à une personne dans sa globalité. Super, merci. Hein, parce que c'est tellement vrai. Le corps de soin. Merci, Carole. Le corps de soin. Le corps objet, le corps de soin. J'ai besoin d'être dans ma corporalité sujet. Quelqu'un d'autre? Ouais. Alors moi, j'aurais envie de dire merci de me considérer comme une femme à part entière. Oui. Merci.
Il y a un autre merci de? Quelqu'un veut laisser un merci de? Alors moi je dirais merci de ne pas oublier que la première personne qui sait ce dont j'ai besoin, c'est moi. Merci. Ouais. D'autres merci de? Eh ben, un grand merci. Merci. Et en fait, l'idée, c'est d'en faire un projet. Et si vous souhaitez participer à ce projet de merci de, c'est par et pour, hein. Il est hors de question que je vois un professionnel sur les vidéos, mais l'idée, c'est de faire des micro-merci de les filmer, et puis d'en faire un petit film. Donc, si vous avez la possibilité de le faire vivre dans vos établissements, si vous, personnes concernées, vous êtes OK pour faire un petit merci d'eux, et l'idée, c'est d'en faire un film, ou auquel cas, si la personne ne souhaite pas être filmée, qu'on ait son merci d'eux et qu'on le fasse lire par une personne concernée. L'idée, c'est de monter ce projet de merci d'eux par et pour, parce que je suis bien maligne de venir vous raconter des choses. C'est à vous de vous raconter. Donc, un grand merci à vous. Du coup, si vous avez des questions, ouais. Merci Amélie pour tes merci d'eux. Merci mesdames pour vos merci d'eux. Et on n'a pas eu d'hommes sur les merci d'eux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il faut l'allumer. Je ne sais pas comment on l'allume. Je ne suis pas technicienne. J'arrive. Jusqu'au bout, hein. Voilà, parfait. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions? Des sions. Étant moi-même en situation de handicap avec beaucoup de spasticité, je voulais savoir si vous connaissez des professionnels autres que des médecins entomologues qui peuvent nous aider à parler de ça dans le département librement, sans ergothérapeute, mais d'abord sur ce sujet d'abord. Alors, pour le coup, merci pour cette question. Moi, je sais qu'Intimagir, Bourgogne-Franche-Comté, on a des consultations gratuites proposées. Après, on va voir avec Intimagir Grand Est. Non, alors effectivement, nous, sur Intimagir Grand Est, on ne propose pas des consultations. C'est pas dans notre cahier des charges, normalement, concrètement. L'objectif est bien de repérer les ressources sur le territoire, de repérer les différents professionnels, acteurs, associations, organismes qui interviennent sur ces thématiques ou qui proposent des consultations et qui s'adaptent aux besoins spécifiques des personnes, et de faire le lien et de coordonner ces différents acteurs. Ouais. On a vraiment un rôle de coordination, de repérage, de diagnostic, de coordination et d'aller vers. Voilà. Nous, pour nous, en tout cas, c'est pas la demande de l'ARS de proposer des consultations. On se prendra un temps toutes les deux. Je suis désolée. On se prendra un temps. Mais je pense que dans ce cas-là, le financement est compris. Si c'est une demande, au niveau d'Intimagir. Alors, nous, Intimagir Bourgogne-Franche-Comté, il y a 3 consultations gratuites à destination des personnes porteuses de handicap, à destination des professionnels si besoin, et à destination des familles aussi si besoin. Parce que des fois, les familles, dans l'idée de l'accompagnement, ont besoin aussi d'être étayées, de pouvoir poser aussi des mots, etc. Donc, alors je veux pas dire, c'est voilà, ça s'est développé comme ça en Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Mais s'il y a besoin, on se prend un temps et puis il y a pas de souci pour d'essayer de se penser. En tous les cas, vous seriez 2000 aujourd'hui, je vous dirais pas, mais là, il y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. Une autre, oui, pardon. Bonjour, moi ça rejoint un peu en complément de ce que disait Carole. On va faire un groupe de parole. Quand on est une femme en situation de handicap, surtout quand on est en fauteuil roulant avec des problèmes de spasticité,
on a le souci de s'explorer vraiment pleinement. Ouais. Je n'emploie les termes, je suis désolée. Ah bah allez-y, moi j'adore. Hein. Mais moi, je me posais la question comment on peut vraiment découvrir sa sexualité quand en fait on a un frein physique. C'est même pas un frein psychologique, c'est un frein physique à cause des problèmes des jambes qui se contractent, à cause du fait de ne pas trouver un sextoy adapté aussi au handicap en question. Ouais. Donc, c'est quoi la solution ? Alors, bon, on peut déjà peut-être en parler un petit peu. On y va, hein. On y va. C'est là où je parle de sensorialité, sensualité et potentiellement sexualité. Comme vous l'a dit Bruno Pi, il va y avoir une limite quant aux professionnels qui peut passer sur la question de l'assistance sexuelle. Hein. C'est-à-dire que le professionnel, il va être limité dans le potentiel accompagnement. Par contre, c'est là où je parle moi de sensorialité et sensualité, c'est-à-dire c'est de quelle manière, par exemple, on donne la possibilité d'être sur votre lit dans la nudité. De quelle manière on vous permet peut-être de poser un miroir, des fois, ne serait-ce que pour se regarder. De quelle manière on va vous expliquer aussi comment on fonctionne. De quelle manière... alors moi, j'aime bien les salles snozelaines, mais vous ne le dites pas. Mais les salles snozelaines... Dans certains établissements, moi, je trouve qu'elles sont très intéressantes parce que selon comment on explore la salle snozelaine, il y a des objets vibrants, il y a des possibilités, si vous voulez, de positionner des choses entre les jambes qui vont avoir une vibration, puis des fois juste une posture qui peut être sur le côté ou pas, selon si c'est possible, et d'essayer, du coup, de pouvoir éprouver, ressentir. Et ça, c'est une possibilité que les professionnels peuvent mettre en place sans être dans une posture d'être dans l'assistance sexuelle proprement dite. Vous voyez, c'est là où je parle d'intermédiaire, c'est là où je parle d'étapes, où là, les professionnels peuvent se questionner en disant, bah tiens, à un moment donné, si on met quelque chose de vibrant entre les jambes, si on met un coussin vibrant et qu'on cale, vous voyez, si on met mais avec vous, hein, bien sûr, hein, vous voyez, c'est là où il faut bosser avec vous, puis de vous dire, bah tiens, c'est quoi, en fin de compte, tu aurais besoin de quoi, jusqu'où, et jusqu'où, moi, je vais pouvoir éventuellement t'accompagner. Et en fin de compte, c'est un truc entre vous et le professionnel. Et dans la limite, évidemment, du professionnel c'est là où il y a la différence entre l'assistance et l'accompagnement. L'accompagnement, c'est peut-être simplement vous mettre en position et vous permettre d'accéder à des objets ou à des choses. La limite serait d'interagir sur votre corps directement. Et là, ce serait la passe après. Oui, justement, parce qu'en fait, Gabrielle et Carole, elles sont à domicile. Elles ne sont pas en établissement. Elles vivent chez nous. Et c'est là où... Quand c'est à domicile, il n'y a plus de professionnels en général qui interviennent chez nous, à part les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Alors, est-ce que c'est à ces professionnels-là qu'il faut qu'on s'adresse à ce moment-là auxiliaire de vie, ouais. Et ça pose beaucoup de questions quand on n'a pas ou des problèmes comme vous parliez toutes les deux de contracture ou dans mon cas d'accès à son propre corps parce qu'on est paralysé et qu'on ne peut pas le faire. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué déjà d'oser demander, rien que ça, et puis de mettre en place avec les professionnels des séances d'exploration, quoi. Ouais. Alors, c'est évidemment là où il va y avoir des limites. C'est pour ça que alors moi je fais la différence entre l'accompagnement de l'intime, l'accompagnant de l'intime. Accompagnant de l'intime, ça peut être un aide-soignant. C'est pour ça que la formation est importante. C'est pour ça que merci pour l'organisation de ce moment. Et on aurait aimé que la salle soit pleine et peut-être l'année prochaine. Les accompagnants de l'intime, c'est que vous soyez légitime. Vous voyez le mot légitimité. Je l'ai écrit, mais je le redis. Le mot légitimité est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait partie de la femme que je suis. Qu'est-ce qu'elle dit de me prendre en considération? Merci. De prendre en considération le fait que je suis une femme. Le fait que je sois une femme, c'est qu'à un moment donné, on puisse dire aux professionnels, tiens, mettez-moi dans cette position, permettez-moi mettez le coussin vibrant ou un autre, quelque chose qui me permette revenez dans tant de temps ou faites autre chose pendant, vous voyez, d'oser positionner un tempo, d'oser positionner parce que si
le professionnel met un gant de toilette entre mes jambes pour me faire la toilette. En quoi il ne peut pas déposer un oreiller vibrant ou autre objet qui pourrait me permettre de... Le professionnel n'interagit pas, juste il respecte le fait que je suis une femme qui a envie d'aller sentir un petit peu tout ce qui se passe par là-bas. Vous voyez, c'est là où je parle plutôt moi d'accompagnant de l'intime, qui n'est pas l'accompagnant sexuel, mais l'accompagnant sexuel qui est néanmoins pas sanctionné, et Bruno Pi vous en a parlé ce matin, donc, mais comme je sais qu'il y a des professionnels et que ça va être la limite, non, moi je parle d'accompagnant de l'intime. L'accompagnant de l'intime, c'est permettre l'accès à. C'est que vous n'interagissez pas directement, mais vous me permettez l'accès à. Et l'aide-soignant, l'aide-soignante doit être formé, les infs, tous les professionnels qui peuvent vous accompagner, jusqu'à potentiellement l'entourage. Effectivement, est-ce qu'on peut questionner l'entourage? Oui, non, parce qu'après ça va être des questions individuelles. C'est est-ce que je me sens demander à un de mes parents de me positionner ou de me permettre de... Ça, ce sont aussi des questions. C'est pour ça que tout ça se travaille de manière individuelle pour voir quel accompagnement jusqu'où. J'espère avoir été claire avec toute la... Merci Karine, je pense qu'effectivement c'est très clair. Merci pour ces éclaircissements pour le coup sur la thématique.